Bonjour, pour un nouveau vidéo cycle GP. Donc vous avez constaté, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti une, donc là j'ai décidé de conclure la série sur les États-Unis. Donc voilà, à travers le portrait d'une pilote américaine, la première à piloter en MotoGP et la seule à piloter en MotoGP il y a 40 ans, événement éclipsé par la mort de Jules Villeneuve la veille. Voilà. Et ensuite, de vous dresser le portrait pour débuter, donc vous prendrez une nouvelle série que je vais vous faire sur la saison 1992 de moto, donc qui sont très particulières pour ceux qui connaissent la moto. Consacré donc ici sur ce second portrait à Taro René. Et également, donc ça vous fera également office de conclusion de l'hiver sur trajectoire brisée, puisque ce sont deux trajectoires brisées également. Non pas qu'elles soient mortes, elles sont pas du tout mortes, toutes les deux de même manière, voilà, elles pas se présenter, notamment avec Franconcini. Et le second cas sur Taro René, meilleure femme à avoir piloté en moto depuis Calico, qui devient une femme, donc puisque bon, c'est une femme depuis. Voilà, mais Michel Duff, lui, par contre, pour le coup, lui ou elle, a gagné 3 victoires dans les années 60-70 à l'époque. Donc je parlerai pas de ce gars. Je parlerai uniquement. Bonjour, donc voilà, donc j'ai décidé de vous parler en premier donc, de Jenna Bovald. Donc Jenna Bovald, donc née en 1949 à Boston. Donc c'est une pilote en fait qui est la première licenciée en compétition aux États-Unis, puisqu'elle va prendre. Elle débute dans les années 70 en 125 avec une Morbidelli, elle décide. Ensuite, elle va donc faire son petit chemin en AMA aux États-Unis, pour ensuite, en 1979, avec son mari Tom, qui est un ancien pilote, il décide d'arrêter sa carrière pour soutenir sa femme, donc il arrête sa carrière. Donc Tom Boveld arrête sa carrière. Donc voilà, à ce moment-là. Pourquoi? Elle court, elle va concourir, elle va terminer l'épreuve. Ce qui tape dans l'œil des organisateurs des Grands Prix à Branstad, ouais, d'une des manches de TT, c'est-à-dire lancer du Superbike à Branstad. Donc ils la font venir, et donc ici, Jenna Bovard sur une 750 cm3 Yamaha va courir avec une moto sans marque, et va au final pas si bien se débrouiller avec ça au milieu des mecs. Donc voilà. Ce qui donne donc une idée à Tom et à Gina, pourquoi pas participer au mondial moto. Voilà. Donc Gina vend la maison, ils vendent tous leurs biens, ils partent en Europe, dans une petite caravane, ils vont partir en Europe. Et là ici, ils décident de courir, donc déjà en endurance, donc les 200 miles d'Imola qui sont très connus aux États-Unis, donc sur le circuit du papa à Claude Costa, voilà. On courir ici. Et donc voilà. Malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3 tours de qualification, Gina serre le moteur de la moto, donc chute, non possibilité de se qualifier, voilà. Mais elle se décourage pas. Elle va donc prendre sa chance, elle va tenter d'aller se qualifier sur certains grands prix en moto, à bord d'une 500 cm3, ce qui est pas une chose pas du tout aisée pour une femme, effectivement. C'est même pas du tout aisé pour beaucoup de monde d'ailleurs, de toute façon. Une 500 c'est puissant, ça dérape, ça part au sol facilement, faut rendre du doigté pour y piloter. Voilà. Et pourtant, peu à peu, Jenna Bovard va s'approcher de la qualification, chose qui sera faite lors du Grand Prix de France. Donc cette année-là, effectivement, donc politique de turnover en France, notamment par rapport au circuit, un peu comme ce qu'on fait en Formule 1 en Angleterre à cette époque. Donc une alternance entre plusieurs circuits. Donc cette année-là, en fait, il est décidé que le Grand Prix de France aura lieu au circuit du Paul Armagnac à Nogaro, où le Grand Prix de France avait déjà eu lieu en 78, créant pas mal de polémiques, notamment en raison de la qualité de l'asphalte. Là ici, malgré les visites et les recommandations de Franconcini, rien ne s'est amélioré. L'asphalte est toujours aussi mauvais, les paddocks sont tout petits puisque la rénovation n'aura lieu qu'en 91 à Nogaro. Voilà. Donc circuit étroit, mal bordé par des rails, pas assez de tribunes, risque d'incendie dans les stands, voilà, donc un circuit quand même qui est parfum des circuits des années 70-80, puisque bon, on rappelle quand même qu'à l'époque on courait encore sur l'ancien Brno qui faisait presque plus de 15 km, et sur le circuit tout aussi pas mal de Imatra où les mecs traversaient des voies de chemin de fer avec des motos à 300 km/h, donc au milieu de limite de circulation publique, voilà, donc c'était tout à fait une autre époque. Donc voilà, ici, donc dans ces conditions, Christian Estrosi, qui n'est pas encore député, mais qui est un pilote quand même bien réputé, champion du monde le premier champion du monde français de Superbike, notamment avec Patrick Ponce, notamment, voilà, décide d'amener les pilotes avec Concini et Nieto à boycotter. Donc les pilotes vont boycotter, et dans ces conditions, Longina va avoir sa chance. Elle va réussir à se qualifier, d'ailleurs elle ne se qualifiera pas
même pas dernière, elle sera avant-dernière, elle sera en dépénultième. Elle battra notamment Marco Greco, un futur pilote de sport auto. Voilà. Justement, ça pourra en train de faire une transition avec la prochaine vidéo. Donc, Gina, donc malheureusement, sa course va pas durer très longtemps. Donc, sa course, donc voilà, elle va s'élancer, elle va faire sa course prudente, assez prudemment, si bien que bon, elle va prendre un tour, elle va prendre en course, mais à quelques tours de la fin, elle chute. Et ainsi se terminera son aventure, puisqu'elle tentera encore de se qualifier 2-3 fois, mais ne réussira plus à se qualifier. Et en fin de saison, elle décide de se retirer. Et donc, depuis, le peu de trucs qu'on sait, c'est qu'en fait, Gina Bovard et son mari Tom, en fait, sont tout simplement eu une vie tout à fait tranquille dans la campagne de Pennsylvanie, tout à fait tranquillement, dans leur petite maison, sans être emmerdés. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Gina Bovard, bon, malgré son rythme et compagnie, était quand même surnommée à l'époque. Bon, preuve quand même de cette mentalité un petit peu qui traîne dans ces milieux à l'époque, encore, qui traîne encore maintenant un peu dans ce milieu. Lady Zigzag. C'était Lady, voilà, il l'appelait Lady Zigzag, pourquoi? Parce qu'en fait, elle était quand même lente par rapport au pilote homme. Quand même, sur ses qualifications, par exemple, elle rend quand même presque 7-8 secondes aux hommes. Donc, voilà. Et voilà. Mais au moins, elle a le courage d'aller courir en MotoGP avec les hommes. Ce qui va inspirer, donc voilà, plus ou moins la seconde, voilà, là pour faire une transition, je demande, la seconde, qui là par contre a un parcours tout à fait autre. Donc alors que Gina Bovard, elle, malgré son talent, était quand même plutôt perçue comme une douce rêveuse, donc, puisque bon, elle est quand même très talentueuse quand même. 230 km/h à Daytona, c'est pas donné à tout le monde. Réussir à qualifier une 500 cm3, c'est pareil, c'est pas donné à tout le monde. Mais en fait, Tom et Gina Bovard étaient plus perçus comme des doux rêveurs un peu dans ce milieu. Voilà, puisqu'ils avaient quand même tout claqué pour partir en Europe, courir des épreuves d'endurance et courir championnat du monde de moto, dans un petit team personnel vraiment comme ça se faisait à l'époque. Voilà. En tout cas, Gina aura ouvert la voie, avant de se retirer, comme je vous expliquais, vraiment sur une vie toute tranquille, toute discrète. Voilà. Mais, en fait, elle inspire quand même certaines femmes. Ici, notamment, dans ces années 80, donc Inge Erland, notamment, Ondine Comer et Petala Geschwender, avec son frère, justement, qui vont sillonner la 80 cm3 et la 500 et la 50 cm3, pas la 500. La 50, c'est l'opposé de la 500, c'est l'équivalent à l'heure actuelle de la Rookie Cup. C'était la catégorie d'Angel Nieto. Donc, ici, se présente dans ce milieu une jeune femme, donc une rousse pour le coup. Gina était brune, elle est rousse. Une petite rousse finlandaise, assez petite, mais avec un sacré caractère. Donc, Talo Rinne. Talo Rinne, née le 27 août 1968, à tout le coup. Donc elle, toute jeune, née dans une famille d'ouvriers. Son papa et sa maman sont des fans de sport automobile, voilà, comme beaucoup de Finlandais. Et très jeune, la petite Talo demande à papa, je veux un karting. Donc son papa, qui est quand même mécanicien à ses heures, va sillonner la Finlande et la Scandinavie avec la jeune fille sur les circuits, et très vite, il s'avère que Talo est une véritable terreur. Taru se révèle vite être un monstre. Simplement, en 1979, elle remporte le championnat de Finlande, ce qui était assez rare, sachant quand même qu'en 1966, Zuzana Raganelli avait été championne du monde de karting. Donc en catégorie 85 cm3, Talo remporte le championnat devant un certain Mika Häkkinen. L'année suivante, elle sera battue par Mika Salo de très peu, voilà, le voisin de Mika Häkkinen justement. Mika Häkkinen qui remporte le titre aussi de très peu devant Talo Orlene après une très grosse lutte en 81, mais en 82, Talo récupère son bien. Donc elle est de nouveau championne aussi ici de justesse face à Mika Häkkinen. Mais un événement donc, se produit en 83, donc non seulement elle est sélectionnée au championnat d'Europe sur le circuit de Kerpen, donc chez Michael Schumacher, qui l'affrontera donc à cette époque en championnat d'Europe avec l'équipe de Finlande, composée de Mika Häkkinen, Mika Salo et Jeke Lavileto, donc 3 pilotes qui font de la Formule ensuite. Mais ici, donc, Talo remporte le championnat de Finlande, mais elle est disqualifiée pour usage d'essence illégale, car son mécanicien, effectivement, qui n'est plus son père, membre d'une équipe professionnelle de karting, ici,
a trafiqué le carburant du karting pour améliorer les performances. Donc Talot est disqualifié et suspendu surtout 1 an de championnat. Donc là, en fait, elle décide à... Lorsque je prends le départ, c'est pour gagner. Simplement, quand je prends le départ sur la piste. Voilà, j'ai envie de gagner. J'ai pas envie d'être seconde. Tanouriné, 1983. Je pouvais conduire les deux, je savais conduire les deux, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, en fait, ben, fallait faire un choix. Et la moto, c'est plus économique. Et surtout, je peux la conduire, j'ai pas besoin de permis pour conduire une 80 ou une 125. Donc elle décide et elle jette son dévolu sur la 125 cm3. Et elle débute, d'ailleurs, de manière assez brillante, en 1985, en championnat national, puisqu'elle se place pas trop mal en championnat de Scandinavie, avant, en 1987, d'aller tenter sa chance en mondial. Nullement découragée, la petite rousse finlandaise, donc Taloliné, puisque Taloliné est rousse, autant j'ai embarqué brune, décide de se lancer en moto. Ici, elle débute donc en championnat de Scandinavie 125 et 80 en 1985, où là, déjà elle fait remarquer son talent. Et ensuite, progressivement, elle va monter, et en 1987, elle décide pour son anniversaire donc, de s'offrir une participation mondiale. Et là, ici, en 125 cm3, puisque contrairement à Inge Arendt, Bondenkomme et Petala Ganschwander, elle décide d'aller courir dans la catégorie au-dessus en 125 et non pas en 80 cm3. Ici, 80 cm3 qui était l'équivalent de la Rocky Cup à l'époque. Donc elle a décidé directement de passer en vrai mondial. Donc voilà. Donc, et en plus, nullement découragée, elle va se qualifier, elle va même pas se qualifier dernier, c'est la première manche, avec une moto qui était pas du tout une moto d'usine, une moto vraiment privée, tout petit team. Voilà. Mais surtout, c'est surtout en 88 qu'elle va vraiment se révéler. En 88, elle est champion, elle est 6ème du championnat d'Europe de moto devant certains pilotes qui font de très belles cartes en MotoGP. Voilà, tout simplement. Et en mondial, tout simplement, en mondial, au Paul Ricard, non seulement elle va se qualifier dans le top 10, elle se qualifie dans le top 10, elle est qualifiée. Elle réussit à se qualifier dans le top 10. Elle est qualifiée 9ème, notamment cette année-là, lors du dernier Grand Prix qu'elle disputera en Suède, avant d'être victime justement quand travaillait pour une chute ce jour-là. Mais 2 mois avant, au Paul Ricard, lors du Grand Prix de France, sur la dernière édition disputée sur le grand circuit, elle réussit l'exploit de terminer dans les points. Elle sera 14ème, elle sera à moins d'un tour, elle sera 14ème. Et en ayant battu des pilotes réguliers, des bons pilotes, des pilotes qui font de très belle carrière. Voilà. Là déjà le tape dans l'œil. Donc ici voilà. Va débuter donc elles sont 89. Il sera son chef-d'œuvre. Donc en 1988, elle tape dans l'œil de Gabriele Rumi, futur patron de Minardi, donc patron de Fondmetal, qui a créé une écurie de moto, donc le team Rumi. Et donc il l'engage. Et elle restera donc jusqu'au bout dans cette équipe. Voilà, tout simplement. Peut ainsi débuter la saison 89, qui sera sans doute la plus grosse claque infligée par une femme dans ce milieu, puisque Taro Rinne, tout simplement, va très peu rater de qualification, sans doute rater. Sans doute seulement le Grand Prix de Belgique, où elle rate sa qualification en se blessant assez sérieusement à un genou sur une chute à Spa-Francorchamps, oui, parce qu'on courait à Spa-Francorchamps à l'époque. Voilà. Et ici, Taro Rinne débute donc sa saison en Espagne, marquant déjà les points de la 15e place. Voilà. Après, c'était aussi tout à fait bien qualifié. Ensuite, un petit accro au Grand Prix de Nation où elle ne se manque 19ème, mais arrivera ici vraiment le chef-d'œuvre de sa carrière, le Grand Prix d'Allemagne. Malheureusement, ce chef-d'œuvre sera passé un peu au second plan par l'accident mortel de Palazzese dont j'ai parlé précédemment sur la chaîne. Voilà. Mais sinon, je pense qu'on aurait fait un gros titre ce jour-là, puisque bon. Taro Rinne, tout simplement, est seconde des qualifications en 125. Seconde, première ligne. Elle rate la pole à 8 dixièmes, mais oui, et voilà. Mais quand même, seconde. En course, elle va bien se défendre. Elle va toujours rester quasiment à l'avant. Elle va terminer 7ème.
après avoir cédé un peu en fin de course. Et voilà. Mais 7ème à seulement 3 secondes du podium. Donc c'est un véritable exploit que réalise ce jour-là Talo Liné, puisque non seulement elle marque des gros points quand même, qui est point à la 7ème place, mais elle est proche du podium. Ce qui prouve quand même qu'une femme est capable de rivaliser avec les mecs. Et aussi l'immense talent de Talo. Talo, donc comme je vous l'expliquais, se blessera lors du Grand Prix suivant au Grand Prix de Belgique auquel elle devait participer. Elle se blesse assez sérieusement au genou, elle va louper 3 courses, mais elle revient, et là elle remarque encore des points. En fait, tout simplement, Talo Liné, sur 6 Grands Prix en 1989, aura marqué les points à 5 reprises, scorant 20 points. Mais ça sera un peu le champ du signe pour elle à ce moment-là, puisque les années suivantes seront beaucoup moins belles. Ouais. L'année 90 sera une énorme déception. On s'attend à voir Talo Liné jouer éventuellement un podium, des excellentes places sur la grille, mais malheureusement, en fait, Talo Liné sera victime d'un mauvais matériel et tout simplement essuiera 7 non-qualifications cette saison-là. Une 16e place au Moguelov, oui, parce qu'on courait au Mogirov à l'époque au Grand Prix de Hongrie, donc, puisque Bernie Ecclestone venait de prendre le contrôle du championnat avec l'aide de la FIM et l'accord de la FIM, de la toute jeune Dorna et de l'IRTA. Voilà. Donc, pour créer les Two Wheels, la Two Wheels Promotions qui organisait World Series of MotoGP. Voilà, pour être précis. Donc voilà. Donc dans ce contexte, en fait, Talou, donc voilà, elle déçoit, ça déçoit. On s'attendait à avoir vraiment éclore cette pilote, mais non. Et le pire viendra avec la 191, où elle sera victime de plusieurs non-qualifications, 7 non-qualifications de rang, avant de réussir à se qualifier, mais d'être victime d'un très grave accident lors du Grand Prix de France, puisqu'elle chute très violemment lors du Grand Prix de France, et elle se brise les 2 chevilles. Et là, on s'attendrait à la voir revenir en 92, pour ce tout nouveau championnat. Ce tout nouvel moteur au championnat. Mais non. Bernie Ecclestone adresse un courrier à Tanou pour lui dire Madame Talo Liné, vous n'êtes pas souhaitée dans ce championnat. Moi, j'attends d'avoir des femmes qui soient bien foutues, mais pas forcément talentueuses. Vous nous contredisez avec cette image, justement. Vous nous contredisez avec cette image. Vous êtes talentueuse. Vous êtes. Voilà. Vous n'êtes pas souhaité dans le championnat. Vous ne serez pas sélectionné pour le championnat. Vous ne courrez pas dans le championnat. Donc, voilà. Bernie Ecclestone, tout simplement, vient de briser la carrière de Talo. Talo va trouver refuge au Grand Prix en Allemagne. Et s'il y aura encore quelques places intéressantes, en Allemagne notamment, avant de se retirer en 93, puisque bon, en 93, en fait, ce qui est tout simplement, dans ces années-là, elle rencontre donc un mec, et elle se marie avec ce mec. Et donc, en fait, elle a une petite, qui est maintenant, qui a environ 25 ans à l'heure actuelle maintenant, 23-24 ans à l'heure actuelle. Et donc voilà, donc elle se pose, vie de famille, mais comme elle explique, ça sera toujours cette très grande déception que Bernie Ecclestone soit arrivé, puisque Bernie Ecclestone, effectivement, a bousillé plus ou moins quand même le MotoGP, quand même en 92, quand même, on va pas se leurrer. Ouais. Et cette même année 92 débutait Tomoko Higata, qui sera la seconde meilleure femme en moto, puisque en fait Tomoko Higata, elle scorera quand même 30 points à 95, quand même plus ou moins. Donc voilà. Alors avec une 7ème place notamment au Japon sur les trompes d'eau. Voilà. Et ce sera vraiment les deux femmes les plus talentueuses, Higata et Elena, ça sera vraiment deux exceptions. Avant l'arrivée dans les années 2010 de Elena Russell, Ana Carrasco, qui revient cette année, et Maria Herrera. Voilà. Et en fait, ce que je pense maintenant, c'est que je pense que maintenant, par contre, pour le coup, c'est assez acquis maintenant. Je pense qu'on aura des femmes à peu près chaque année. Et puis des exceptions, des individualités comme Taro Lene, ou comme Higata, ou comme Bunsgun en moto 250, en 2001, voilà. Ou Yanakova aussi, ces mêmes années. Donc, au Paul Ricard en 91, je me brise les deux chevilles, je suis une lourde chute. Je me bats pour revenir, mais là, je reçois une lettre de Bernie Ecclestone, qui vient de reprendre le championnat, qui vient de créer donc les World Series, qui tout simplement m'explique que ma présence n'est pas souhaitée, ni même en wildcard, ni même comme pilote régulière en World Series. Pour lui, qui ne me connaît à peine, qui ne m'a jamais vu courir, une femme, hormis si c'est une pin-up ou une paddock girl, n'a rien à foutre sur la grille de départ de Grand Prix de MotoGP. Simplement. Donc, tout ceci coupe mon élan.
Ce sera pour moi la plus grosse déception de ma carrière. Et la plus grosse déception de ma vie, tout ça à cause d'un homme, voilà, ancré dans ses convictions de vieux coups. Tanourini, 92. Finalement, en fait, la reconnaissance en 2017, où Tomoko Igata et Talo Lene seront introduites au FIM Hall of Fame Legend, effectivement. Donc, une reconnaissance très tardive, 25 ans après la fin de sa carrière. Carrière qui aura été ruinée donc, par Bernard Ecclestone, qui d'ailleurs en 92, voilà, aura quand même bien ruiné le MotoGP, on va dire, puisque ça durerait qu'un an, il sera éjecté par la Dorna. Il revient tout à la Dorna, puisqu'il se rendra compte en fait que le milieu lui est hostile. Ah, Bernard Ecclestone. Donc c'était Lionel pour cette vidéo de CycloGP. Donc bon, pardonnerai, mais en fait, le CycloGP va passer sur un rythme, je pense, de une vidéo ou deux vidéos par mois, parce que j'ai pas le temps en fait de m'en occuper avec Cycloverne qui me prend beaucoup de temps maintenant, justement, surtout dans ce début de saison maintenant, ça me prend beaucoup de temps Cycloverne, avec les saisons qui reprennent vraiment en cyclisme maintenant cette année, donc voilà. Donc c'était Lionel de CycloGP. Bonne fin de journée, bonne journée de la femme d'aujourd'hui. Pensez à mettre des likes, à partager et à mettre des petits pouces bleus, c'est toujours sympa. Au revoir.